À la une ce soir, faut-il s'inquiéter de l'ouragan Irma? Le phénomène dépressionnaire se rapproche. Il est actuellement à moins de 2500 km de l'arc antillais, mais sa trajectoire reste incertaine. Jour J pour les professeurs, 5900 enseignants de l'académie ont fait leur rentrée aujourd'hui. Une première journée pour faire le point notamment sur les priorités de l'année. Immersion ce matin au lycée de Bellevue à Fort-de-France. Pas de rentrée en revanche pour les professeurs du Lecta de Croix-Rivaille à Ducos. Une partie des enseignants a barricadé l'accès au site. Ils disent non une nouvelle fois à la mutation de leur proviseur Philippe Aurore. Et puis, nouveauté de cette rentrée en matière de sport, le Krav Maga version femme. Demain, au stade de Dillon, notre invité, l'instructeur Marc-Yannick Hubert, organise un stage d'initiation gratuit, démonstration à venir dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition. On débute donc par des nouvelles du ciel. Je vous le disais, l'ouragan Irma vient de se renforcer et se rapproche de nos côtes. Le phénomène dépressionnaire placé par Météo France en catégorie 3 ce matin, puis rétrogradé au niveau 2 dans l'après-midi, est désormais à moins de 2500 km au nord-ouest de l'arc antillais. Depuis quelques jours, les réseaux sociaux alimentent la psychose. Beaucoup d'entre vous se ravitaillent déjà dans les supermarchés. Mais faut-il réellement s'inquiéter? Guy-Raphaël René. C'est peut-être le calme avant le cyclone Irma. Cet après-midi, le phénomène localisé à environ 2500 km au nord-ouest des Antilles pourrait devenir une menace pour la Martinique dans les prochains jours. Depuis la diffusion de l'information, nombreux sont ceux qui se précipitent dans les grandes surfaces pour faire des provisions. Je commence à me préparer pour, je ne dis pas pour le pire, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Alors qu'est-ce que vous prenez aujourd'hui? Je prends de l'eau, de la morue, des bougies, des piles, et puis voilà. Il faut prier, c'est le Seigneur qui fait tout. Donc même si on s'inquiète, ça n'avance à rien, donc il vaut mieux se mettre en prière et puis Dieu fera et puis c'est tout. Ça risque d'être un cyclone sans doute aussi puissant que Hugo, qui était de force 5. Là, on sera sans doute à force 4, peut-être même force 5. Donc, il y a lieu d'être inquiet. Nous avons déjà commencé à nous préparer au niveau énergie, au niveau eau, au niveau alimentation. Donc, effectivement, parce qu'il y aura des coupures de toutes les manières et il vaut mieux prévenir que guérir. Eau, bougies, aliments secs, des produits très demandés en période cyclonique. Depuis 2 jours, le rayon conserve est sans cesse réapprovisionné. On est sur un système de commande automatique. Je pense qu'il n'y a pas de stock prévisionnel. Alors bon, on va voir avec la direction si toutefois il y a toujours cette affluence pour pallier à ce problème. Ça veut dire qu'il risque d'avoir des produits qui manquent dans les jours qui viennent. Tout à fait, si ça continue bien sûr. Une psychose alimentée depuis quelques jours par des messages sur les réseaux sociaux. À Météo France, les prévisionnistes sont moins alarmistes, mais restent attentifs à l'évolution du phénomène. Ce cône d'incertitude balise les possibles trajectoires à venir. Donc, ce soir, à 4 jours d'anticipation, on sait qu'on a une menace sur l'arc antillais, mais on n'est pas capable de dire où va se trouver l'impact. Il ne faut pas confondre menace et impact. Donc l'impact le plus probable et le plus sévère, probablement pour le moment, on pense qu'il sera plutôt sur les îles du Nord, voire la Guadeloupe. Nous avons la chance en Martinique de nous retrouver plus au sud, mais selon la position de cette trajectoire, on va bien comprendre que si la trajectoire passe près de la Guadeloupe, les effets sur la Martinique seront beaucoup plus importants que si la trajectoire passe plus au nord. Avec une vitesse de déplacement d'environ 20 km/h, d'ici quelques jours, les prévisionnistes seront en mesure de définir une trajectoire plus précise. Mais la probabilité d'être frappé de plein fouet reste plutôt faible pour la Martinique. Voilà, comme ça on va voir. Au chapitre de la rentrée, c'est donc la fin des vacances pour les professeurs. Les 5900 enseignants de l'académie ont fait leur rentrée ce matin. Nouvelles affectations et emploi du temps. Une première journée pour faire le point également sur les priorités de cette nouvelle année. Yohan Boulard était ce matin au lycée de Bellevue à Fort-de-France. Regardez. Comme Guy, ils sont 160 ce matin à effectuer leur rentrée. Sauf que pour lui, cette année, elle a des. Je crois que je l'aborde un peu comme chaque année. Hein. Bon, évidemment, avec un petit passement au cœur parce qu'on termine. J'aurai des activités culturelles, des activités sportives. Voilà. Et puis, il faut prendre le temps de vivre aussi. Ne pas avoir à se lever à 5 h du matin, c'est une chose qui est extrêmement agréable. Seconde 11, 29.
Seconde 12, 29. Effectif des classes, restauration scolaire, présentation de l'équipe pédagogique, plusieurs sujets sont à l'ordre du jour. Il faut que les procédures puissent nous encadrer et nous permettre une certaine fluidité et mettre tout le monde à l'aise sur ce que nous voulons faire. Après la présentation générale, c'est en petit comité que ces enseignants de la filière économique se retrouvent. Au cœur des discussions, l'épineuse question des emplois du temps. Nous attendons avec impatience l'emploi du temps. Donc ça nous permet effectivement déjà de pouvoir planifier après notre vie personnelle, ce qui est très important, parce que les rendez-vous aussi bien médicaux, l'organisation avec les enfants, tout dépendra de cet emploi du temps. Et puis ça nous permet aussi de nous concerter entre enseignants pour savoir si nos emplois du temps peuvent être, peuvent permettre de faire de l'interdisciplinarité. Il faut avoir les moyens, la disponibilité des salles ou autres pour pouvoir mener à bien notre programme qui est un référentiel. On doit respecter un programme, donc tout ça demande de bien maîtriser son emploi du temps. Donc l'emploi du temps est fondamental. Il y a des difficultés concernant un certain nombre de dédoublements, donc on va essayer d'aborder avec le chef d'établissement parce qu'on a des effectifs très lourds en ES et donc on va essayer de négocier des dédoublements en terminale. Sur le pied de guerre depuis une semaine, le chef d'établissement donnerait une bonne moyenne à cette rentrée 2017, si ce n'était ces quelques couacs. Il nous manque encore des agents relevant de la collectivité territoriale qui, je pense, devraient arriver rapidement. Et concernant les travaux, oui, il y a des travaux sont encore en cours au lycée et bon, promesse nous est faite de les terminer pour la rentrée. Donc nous verrons ça d'ici la semaine prochaine. L'établissement profite encore de quelques jours de quiétude en attendant l'arrivée des premiers élèves. Mercredi, ce sont les classes de seconde qui ouvrent le bal. Et quel bilan les syndicats font-ils de ce premier jour de reprise? Pour la représentante du SNEF-FSU, plusieurs difficultés sont en attente de solutions. On l'écoute, elle répond à Yoann Boulard. C'est une rentrée particulière, celle de 2017, parce qu'on est lourdement attaqué par le gouvernement. Déjà, il y a le gel du point d'indice. En plus, il y a tout ce qui concerne PPCR et les avancées que l'on avait obtenues quant au salaire. Et puis aussi, il y a tout ce qui concerne la journée de carence, qui désormais est appliquée aux fonctionnaires. Donc on est quand même assez lourdement attaqué par le gouvernement. Et au niveau académique, il y a bien évidemment les suppressions de postes qu'on a déplorées depuis un certain nombre d'années qui font que les classes sont surchargées. Je vois déjà au lycée Schellcher, les classes de seconde sont à 30. Nous avons été contactés par un certain nombre de CPE, de conseillers principaux d'éducation, puisque nous syndiquons plus de 80% des CPE de l'académie, et qui nous disaient que les AED, qui sont ceux que l'on appelle globalement les surveillants, avaient désormais un contrat qui leur était signé par le rectorat jusqu'au 15 juillet, alors que les contrats ont toujours été signés jusqu'au le 31 août. C'est complètement illégal et on a fait remonter nos doléances au rectorat parce que ce n'est pas acceptable de faire des économies sur le dos de personnels qui sont déjà précaires. Et il semblerait que le rectorat soit en train de reculer. Cependant, nous sommes extrêmement attentifs à la réponse que le rectorat nous donnera parce qu'il faut que ces personnels aient un contrat jusqu'au 31 août. Et premier couac de cette rentrée, je vous l'annonçais en titre, les professeurs du lycée agricole de Croix-Rivaille à Ducos n'ont pas pu accéder à l'établissement ce matin. Une partie du corps enseignant bloque totalement les abords du site en signe de protestation contre la mutation annoncée du proviseur Philippe Aurore. Le dossier ne date pas d'aujourd'hui, vous le savez. Face à la situation, la DAF a tout simplement pris la décision de reporter la rentrée au 11 septembre prochain. Les précisions de Loïc Régis. Pas d'accès au lycée agricole ce matin. La rentrée des professeurs est annulée aujourd'hui. La mobilisation menée par l'intersyndicale SEA UNSA FO, majoritaire ici, se poursuit. Elle réclame le maintien en poste de l'ancien directeur Philippe Aurore, muté contre sa volonté en Guadeloupe. Une rencontre est prévue en préfecture le jeudi 7 septembre. Nous espérons en tout cas que la situation sera réglée après l'audience avec le préfet. On attend sans a priori ce que monsieur le préfet va nous dire concernant en tout cas notre doléance qui est, vous le savez, de dénoncer les conditions dans lesquelles l'arrêté de mutation de M. Philippe Aurore a été pris.
2 tiers des enseignants sont solidaires du mouvement selon les syndicats. La manifestation retarde leur prise de fonction, mais la situation est assumée. La rentrée est retardée, mais bon, ça fait 1 an qu'on se bat, donc ça ne nous dérange pas plus que ça. On sait que dans un combat, il faut qu'il y ait des sacrifices. Donc voilà, on est prêt à reculer pour mieux sauter. Il faut s'armer de patience, certes, mais il ne faut pas qu'on soit trop patient non plus, parce que finalement, on ne se fait pas respecter en étant trop gentil non plus. Ça fait un moment que ça dure et aujourd'hui, on dit que stop, ça suffit. Quelques lycéens sont présents, mais aussi les représentants des parents d'élèves. Le blocage du site n'aurait rien d'alarmant. Ils choisissent de faire confiance à l'équipe éducative. C'est un mouvement qui est tenu par les enseignants, le personnel, et je pense que c'est pour nos enfants de demain. Et ce mouvement, il est très bien justifié parce que là, nous allons prendre du retard, mais c'est pour pouvoir arrêter les choses une bonne fois, pour que les enfants puissent intégrer la rentrée dans de bonnes conditions, non seulement dans de bonnes conditions, mais qu'ils puissent passer une très bonne année scolaire sans perturbation. Par le biais d'un communiqué, la DAF a annoncé que la rentrée des élèves s'effectuera à partir du 11 septembre. L'épineux dossier de Philippe Aurore pourrait trouver son épilogue devant la justice. Il a déposé un référé au tribunal administratif. Il sera étudié le 19 septembre. Qui dit rentrée dit transport des élèves. À quelques jours de la reprise des cours, les transporteurs scolaires ont été reçus à la CTM par les conseillers en charge de l'éducation et des transports, justement. Objectif de la rencontre, faire un point sur les réglementations en vigueur, mais aussi sur les difficultés rencontrées au quotidien par les conducteurs. Problèmes de sécurité ou encore incivilité. Sylvia Saïd Soutane, la conseillère exécutive en charge de l'éducation à la CTM, s'exprime face à la caméra de Guy Raphaël René. Nos principales difficultés, c'est effectivement l'incivilité, comme nous l'avons évoqué. C'est aussi les points de prise en charge qui ne sont pas toujours évidents pour les usagers. Et on en a parlé aussi, les routes qui ne sont pas forcément adaptées aux grands véhicules, qui se retrouvent souvent dégradés par les routes. Nous rencontrons aussi les problèmes avec les intempéries que nous subissons et nous ne sommes pas suffisamment aléantés en temps et en heure, ce qui pénalise et le transporteur, nous, et les élèves qui se retrouvent coincés dans les établissements. Bien souvent, nous nous retrouvons, je l'ai dit lors de l'Assemblée, avec des véhicules coincés dans des embouteillages qui ne peuvent pas atteindre les établissements, faute du retard de l'information. Le but de cette réunion, c'est de faire en sorte que la collaboration que nous avons avec les transporteurs, les conductrices et conducteurs, soit optimale. On ne peut pas travailler si on ne travaille pas ensemble. Et le fait de travailler ensemble nous permet d'identifier des problèmes qu'on n'a pas forcément vus en tant qu'élus, ou au contraire que les transporteurs n'ont pas forcément vus en tant que transporteurs. Et donc ça permet effectivement de revenir sur des choses qui sont acquises, mais sur lesquelles on aime bien revenir, comme le règlement, comme le fait de ne pas partir avant l'heure des établissements scolaires. Et puis aussi, c'est un échange d'informations sur ce qui se passe sur le terrain, même si nous en sommes un peu conscients, du rendu de l'équipement embarqué que nous avons, Tous Cool, qui nous permet en temps réel d'identifier où se trouvent les cars, où ils s'arrêtent et comment se passe le service. Donc tout ça nous permet, à mon avis, de regagner de la confiance et de travailler ensemble. La rentrée, c'est aussi l'émergence de nouvelles formations. Le foyer de l'Espérance à Fort-de-France se prépare avant l'ouverture imminente de son tout nouveau CAP boulangerie-pâtisserie. L'équipement flambant neuf est installé, ça y est. 10 élèves pourront, dès cette rentrée, bénéficier de la formation. Une place seulement reste à pourvoir. Il faut dire que la filière est très demandée. Voyez plutôt les propos de la directrice de l'établissement et l'une de leurs partenaires face à la caméra de Loïc Régis. Nous avons décidé à Saint-Jean-Paul II d'ouvrir le CAP boulanger parce que nous avions avec nos partenaires artisans boulangers une forte demande de jeunes diplômés dans cette matière. Et donc nous avons pu, après une petite étude que nous avions faite, réaliser avec eux que ce serait une filière porteuse d'avenir et porteuse d'emploi. Grâce à certaines entreprises qui nous versent leur taxe d'apprentissage, nous avons pu acquérir cet équipement tout dernier cri, haute technologie, qui a été commandé en métropole et qui vient d'être installé ici par une entreprise partenaire. Et donc, nous savons que nos élèves bénéficieront de tout l'équipement nécessaire pour pouvoir atteindre leurs objectifs et surtout être diplômés au bout des 2 années.
On a besoin de boulangers et pâtissiers dans notre entreprise, mais je crois aussi nos confrères ont besoin de salariés. Et du coup, on espère par cette opération également pouvoir recruter derrière des boulangers passionnés par leur métier. Au chapitre politique à présent, on va revenir sur la réforme du Code du travail. Hier, le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre du Travail Myriam Pénicaud ont dévoilé, après plusieurs mois de concertation, les 5 ordonnances qui vont bouleverser la vie des salariés et des entreprises. Sitôt révélées, les ordonnances divisent. Voyez ces réactions face à la caméra de Yoann Boulard. Ce que nous avons trouvé intéressant sur ce texte-là, justement, c'est qu'il y avait cet équilibre entre la protection sociale des salariés, donc, ce qui est normal, et le fait de on... vouloir encourager des gens à entreprendre et puis aussi à encourager aussi ceux qui sont déjà en activité et qui trouvent parfois que c'est quand même assez fastidieux de comprendre les textes, de les mettre en œuvre sans se mettre en faute. Il fallait répondre à une problématique réelle aujourd'hui. L'économie est en panne, il y a certains frais à l'embauche, il y a des protections sociales qu'il faut pouvoir préserver, mais il faut quand même que les choses évoluent. Au lieu de parler davantage, je parlerai plutôt d'un nouveau cadre du monde du travail. Il va falloir étudier les choses, faire bien, et chacun devra prendre ses responsabilités. Il faut savoir que un chef d'entreprise a besoin de visibilité, il a besoin de prévoir. Son objectif, ce n'est pas de faire une faute ni de licencier, mais quand il est confronté à cette situation-là, au moins il a des critères objectifs et il a la capacité de prévoir ce à quoi il va devoir faire face dans ces cas-là. Il s'agit pour nous, en tant que travailleurs, de réagir, de dire non, d'appeler les travailleurs à se battre. C'est un recul de près de 150 ans de luttes ouvrières. Il faut considérer qu'il y aura presque plus de protection et que les salariés seront livrés au patronat qui fera ce qu'il voudra, qui disposera d'une main-d'œuvre avec laquelle il fera ce qu'il voudra. Donc la CGTM est bien sûr contre. Et la CGTM appelle les travailleurs, les jeunes, les chômeurs, les retraités à être présents dans la rue le 12 septembre prochain, le jeudi 12 septembre prochain. Il est possible qu'un certain nombre de salariés ne se rendent pas encore compte du caractère nuisible de ces ordonnances, mais nous leur disons qu'elles ne sont pas bonnes et nous leur disons que nous avons intérêt à nous rassembler parce que le patronat comme le gouvernement ne comprennent que le chemin de la lutte. Restez avec nous dans quelques instants, nous prendrons la direction de la Guyane avec le geste fort d'une entreprise pour venir en aide aux enfants défavorisés. Elle a distribué 40 cartables remplis de fournitures, vous le verrez. Et puis dans votre JT des communes, nous vous proposons de redécouvrir l'auteur Juan Sébastien. À travers son dernier ouvrage, il tente de répandre un message d'amour dans les rues de Sainte-Luce, vous le verrez également. Mais pour l'heure, on prend la direction tout de suite de la Guadeloupe. Jour J également pour les professeurs de l'île Sœur qui ont fait leur rentrée aujourd'hui. Alors comment appréhendent-ils cette nouvelle année? Isabelle Amo s'est penchée sur la question, regardez. Pas d'appréhension, c'est sous les meilleurs auspices que se place la rentrée 2017 pour les professeurs du lycée Chevalier de Saint-Georges. C'est vrai que c'est une rentrée qui se place sous des auspices, à mon avis, plutôt heureux, puisque nous aurons l'occasion de rencontrer, d'expérimenter de nouvelles expériences. Il y a d'autres individus, forcément, d'autres contacts, d'autres relations. Si les résultats de l'année précédente étaient relativement corrects, cette année, les professeurs visent l'excellence. Faire mieux que l'année dernière, un pourcentage plus élevé au niveau des examens et faire en sorte que nos jeunes deviennent des adultes bien dans leur peau, bien dans leur tête et qu'ils soient l'avenir de notre Guadeloupe. Donc on va essayer de faire comme l'année dernière, puisqu'on a fait 100% de réussite. Donc on va essayer de maintenir cela et rester dans un cadre, je dirais, où les élèves puissent travailler du mieux possible, avec un climat, je dirais, adapté. Voilà. Nouveaux collègues, nouveaux emplois du temps, mais aussi nouveaux proviseurs. Chantal Cussé-Guédu a pris ses fonctions de chef d'établissement aujourd'hui, en donnant le ton de cette nouvelle année. Effectivement, donner le là, c'est un petit peu, vous savez, comme un capitaine d'équipe avant un match. Nous prenons la mesure des choses et nous savons qu'il y avait un gros match.
et nous allons gagner ce match. C'est notre objectif, faire réussir tous les élèves. C'est notre souhait le plus cher, bien évidemment. En tous les cas, faire réussir le maximum, en laisser le minimum sur le bord du chemin, les préparer pour la société dans laquelle nous évoluons actuellement, qui n'est pas une société facile, leur redonner de l'espoir pour ceux qui ont perdu l'espoir. Enfin bon, on a un gros match, comme on a dit, un gros match à jouer. Et ce n'est que le début d'une longue année de travail pour la centaine de professeurs et l'ensemble de la communauté éducative de ce lycée. En Guyane, à présent, la rentrée approche aussi à grands pas. Pour venir en aide aux enfants défavorisés, au village chinois, une entreprise a distribué 40 cartables remplis de fournitures. Reportage Jonathan Lariot. Pour ces tout petits, c'est Noël avant l'heure. Les cadeaux, des sacs remplis de fournitures scolaires. Pour les parents, ce genre de cadeau à la veille de la rentrée est un coup de pouce non négligeable. C'est une aubaine, quoi. Tout à fait. En fonction des moyens, c'est certes pour pouvoir payer les fournitures. Il n'y a pas que des gens mauvais qui fréquentent ce quartier. Il y a des gens qui font des choses concrètes pour se sortir et puis évoluer. Ici, nous sommes dans les locaux de l'AMAPO, une association située au cœur du village chinois de Cayenne. Pendant toute l'année, les enfants passent dans cette salle où les quelques bénévoles prennent le temps de les aider à faire leurs devoirs. L'association que je préside, encore une fois, fait le travail qui ne se fait pas à la maison. À l'époque où j'étais encore étudiant, où j'avais à peine 10 ans, je fréquentais les bancs de l'AMAPO. J'ai profité des services qu'apportait l'AMAPO. On était 300 gamins quotidiennement. C'était le rendez-vous en fait. Après l'école, il fallait venir à l'AMAPO parce qu'on pouvait y faire ses devoirs scolaires. Tous les quartiers de Cayenne ont des besoins similaires. Ce don de fourniture est rendu possible grâce à la société BL Consulting menée par Amélie, touchée par les missions de l'association. J'arrivais complètement au hasard dans cette association, dans ce quartier, pour une visite. J'étais venue avec des amis et j'ai vu ces enfants en train de travailler avec des bénévoles, des retraités, cette envie d'apprendre. Et c'est là où j'ai monté ce projet d'opération cartable pour pallier à ces besoins qu'ils ont, qui sont chaque année qui reviennent, avoir un cartable, avoir des fournitures. On dit que l'école est gratuite, mais c'est pas évident pour toutes les familles en Guyane. 40 sacs d'école ainsi que plus de 1200 fournitures scolaires dans les mains. Ces petits sont prêts à entamer une nouvelle rentrée scolaire. De retour chez nous pour parler d'une discipline que vous choisirez peut-être de pratiquer à la rentrée, le Krav Maga. Venu d'Israël, ce sport de défense fait de plus en plus d'adeptes chez nous, et notamment suite à la vague de braquages à main armée survenue pendant ces vacances. Demain, un stage d'initiation pour les femmes. C'est une grande première chez nous, se déroulera donc au stade de Dillon. Et ce stage, c'est l'instructeur et maître en arts martiaux, Marc Yannick Hubert, qui l'organise. Il est avec nous en plateau, avec ses deux compères, si je puis dire. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous ce soir. Donc, nous avons donc Joël et Pascal. Et voilà, et Yannick. Donc dans quelques instants, nous ferons une petite démonstration de Krav Maga en plateau. On reviendra vers vous juste après. Alors, Yannick, Marc Yannick, maître Marc Yannick. Tout d'abord, juste Marc Yannick. Voilà. Tout d'abord, expliquez-nous à qui s'adresse cette discipline. Alors, cette discipline s'adresse à tout le monde. Nous avons la chance, dans l'organisation avec laquelle je travaille, KMG Krav Maga Global, de proposer un cahier technique pour les enfants, pour les femmes, pour la mixité aussi également, mais aussi pour les professionnels de la police, les professionnels des services pénitentiaires. Et on a un large cahier technique permettant justement de proposer notre Krav Maga, notre système à un plus grand nombre. Donc on va reparler des femmes dans un petit instant. Simplement, en quoi consiste la discipline exactement? Qu'est-ce qu'on fait pendant un cours de Krav Maga? Le Krav Maga chez KMG, je dirais que c'est avant tout la self-défense, le combat et la protection à tierce personne. Alors, ces trois phases-là passent par, je dirais, un cheminement d'enseignement qui sont essentiels à chaque étape, chaque technique, qui passe par le mental, la tactique, la technique et la condition physique.
tous ces éléments réunissent une bonne pratique du Krav Maga. Justement, vous parlez de conditions physiques. Est-ce qu'il y a des impératifs catégoriques pour pratiquer cette discipline? Je pense notamment aux enfants, par exemple. À quel âge est-ce qu'on peut commencer? Alors, on peut commencer, comme dans les arts martiaux, à 5 ans, faire une petite cellule 5-7 ans. Et ensuite, avoir une deuxième, on appelle ça les Krav Maga juniors, jusqu'à 15 ans. Donc, on a une approche qui est un petit peu commune aux arts martiaux, avec une action bien préventive sur les actes de violence. Il ne s'agit pas, si vous voulez, on démystifie un petit peu le Krav Maga adulte, on le délaie un petit peu pour commencer à l'aborder aux enfants. Et c'est simplement par la prévention, par l'éducation. Par exemple, si je prends un exemple d'un enfant de 6 ans, on éduque un enfant de 6 ans en lui disant que, d'une manière générale, un adulte n'a pas besoin d'aide. Lorsque un adulte te dit « Bonjour, comment tu t'appelles? Est-ce que tu peux m'aider à prendre ceci ?» etc. Non, on passe par ce genre d'apprentissage. Alors, justement, cette discipline, vous l'avez faite venir chez nous, vous l'avez introduite en Martinique il y a 6 ans. Donc, la technique d'autodéfense, vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'était quand même les forces armées de plusieurs pays dans le monde qui l'utilisaient à la base. Pour répondre à quel besoin est-ce que vous l'avez adapté ici chez nous en Martinique? Alors, je veux juste reprendre un petit peu. Je n'ai rien amené. Il y a eu des collègues qui ont lancé, notamment je pense à Patrick Carmel qui a lancé le Krav opérationnel. J'apporte juste une variante et une organisation différente avec le Krav Maga global. Donc, bien entendu, c'est une discipline qui vient des forces militaires israéliennes, qui poussée et développée par notre leader qui est Eyal Yanilov et mon référent Emmanuel Ayash, nous apporte, et ce sont des personnes qui sont vraiment des grands passionnés de la discipline. Et il faut savoir que KMG existe dans plus de 60 pays. Et on a un cahier technique vraiment très large et on a constamment des retours terrain nous permettant justement de remettre les techniques au goût du jour et de rester dans une technologie, je dirais, actuelle. Donc justement, demain, vous prévoyez donc ce stage. Il y aura combien de participants tout d'abord? Et puis qu'est-ce que vous allez proposer? Qu'est-ce qu'on va faire durant ce cours de Krav Maga pour femmes? Alors, faut savoir qu'on a accusé complet il y a déjà 2 jours. On a eu beaucoup de retours. Si vous voulez, c'est tout naturel en milieu associatif de lancer une nouvelle discipline dédiée aux femmes, de partager, d'offrir nos services au plus grand nombre de la gente féminine. Donc l'idée m'est venue avec mon président où on s'est dit, ben tiens, on va offrir une approche ludique et répondre un petit peu aux actualités de violence. Pourquoi cibler les femmes en particulier, rapidement, avant de faire la démonstration? Alors, on n'a pas ciblé les femmes, on a commencé par les femmes, parce qu'il y a 2 autres stages qui arrivent, justement, pour la mixité, et un autre stage, pardon, pour les enfants. Donc ça, on en reparlera juste après la démonstration. Ce qu'on va faire, je vous laisse tout de suite prendre ma place, justement, vous positionnez juste ici, on va échanger nos places, et donc, premier cas de figure, je vous laisse vous installer. Allez-y. Je vous laisse vous déshabiller. Voilà, on va prendre place assez rapidement et échanger nos places. Donc, premier cas de figure, allez-y. Alors, je les laisse rapprochez-vous bien, voilà. Je les laisse pratiquer et puis on vous explique après? Allez-y. Alors, c'est le premier cas de figure. Pendant, ce serait mieux. Comme ça, on aura les explications et puis nos téléspectateurs. Alors, ça va être difficile parce que je vais essayer de vraiment mettre en avant l'aspect self-défense, combat et protection à tierce personne. Donc déjà, self-défense. Je suis dans la rue, madame est dans la rue, elle se fait agresser par un individu. Voilà. Alors, en l'occurrence, c'est une petite scène de ménage qui va tourner au vinaigre. D'accord. Voilà. Eh bien, on regarde tout de suite. Allez-y. Qu'est-ce que tu fais? Arrête, chérie. Mais non, je vais t'expliquer. Donc là, l'individu est à terre, se relève. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? On se calme maintenant. D'accord? On se calme. Voilà, donc là, c'était
C'était donc une défense à une tierce personne. On va reprendre, voilà, je vous laisse repasser derrière le pupitre. Moi, je reprends ma place. On va débriefer tout de suite ce qu'on vient de voir. Donc, alors là, on a vu deux scénettes. Hein. Le premier cas, ça paraît un petit peu violent. Je pense que les téléspectateurs sont d'accord avec moi. Donc, madame se fait agresser, ça peut être à la maison, dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait? Redites-nous très rapidement qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là. Alors, il n'y a pas de solution toute prête. Surtout pour ceux qui ne sont pas initiés, j'ai envie de vous dire. Alors, tout passe par quand même un cheminement. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de nos 4 axes de travail, le mental, la technique, la tactique, la condition physique, c'est vraiment une manière d'amener le Krav Maga accessible à tous. Et là, donc, la deuxième scénette que nous avons vue, là, c'est quoi? C'est de la défense à une tierce personne. Je suis dans la rue, je me fais agresser, j'arrive à contrecarrer les coups de mon agresseur, mais je me relève, l'agresseur est toujours là. Quel est mon talisman, quel est mon bouclier pour ne pas me faire agresser une nouvelle fois? Alors, je dirais effectivement, la mise en scène a été faite en sorte pour que, justement, on intervienne, on porte secours. À la réponse, quel est le bouclier? Je n'ai pas vraiment de réponse à vous donner parce qu'on se prépare quand même à l'inattendu et on fait face à l'inattendu. Si je reprends une citation de notre leader Eyal Yaninov, qui nous dit que lorsqu'on est amené à pratiquer le Krav Maga, c'est que quelque part on a raté une ligne de temps où on aurait pu bien avant désamorcer l'agresseur. Mais bien sûr, il faut éviter de le pratiquer chez soi et plutôt venir prendre les conseils et les cours de personnes qui sont... voilà. Donc rappelez-nous, si on souhaite s'inscrire au Krav Maga en Martinique, qu'est-ce qu'on fait? Par qui est-ce qu'on passe? Alors, je dirais qu'avant de vous répondre, je ne suis pas le seul à représenter cette discipline. Je crois qu'on est 5 courants différents. Vous en avez à Trois-Îlets, vous en avez à Schellcher, vous en avez dans la même salle que moi, le Krav opérationnel avec Philippe Ventudumen. Reprenez votre respiration, voilà. C'était assez intense. Mais... Vous avez Jean-Manuel Émile aussi, qui a l'espace d'arrêt, je crois, au Lamentin. Donc maintenant, si vous décidez de rejoindre Mais où est-ce qu'on KMG, peut retrouver tout ça, toutes les explications, toutes les informations nécessaires? Est-ce qu'il y a un site dédié? Tout à fait. On est au stade de Dillon et au Palais des Sports de Trinité. Très bien. On peut nous trouver le mercredi et le vendredi pour Dillon et la nouvelle session de Krav Women se fera le samedi matin. Merci à tous les trois d'être venus nous voir ce soir. Merci Restez avec nous. On va tout de suite du côté de vos quartiers pour le JT des communes. Avant de refermer cette édition, nous vous proposons de redécouvrir cette rencontre avec l'auteur Juan Sébastien. L'homme a publié un nouvel ouvrage spirituel, Histoire, lumière et longévité, et sillonne les rues pour répandre un message d'amour. Hubert Bornil l'a rencontré, ça se passe à Sainte-Luce, regardez. Histoire, lumière, longévité. Juan Sébastien est un homme qui dit n'avoir jamais été à l'école et pourtant il a écrit 12 tomes de ce livre. Aujourd'hui, il se fait un réel devoir de distribuer son œuvre à qui le veut. Et c'est quelle philosophie Mais il n'y a pas de philosophie dedans, justement. Il n'y a pas de philosophie, justement. Je fais passer un message disant à mes frères et sœurs, nous avons un esprit en nous. Et cet esprit, il faut qu'on lui demande, pendant qu'on est vivant, lui demander ce que nous avons besoin. L'homme échange avec qui veut bien prendre le temps de l'écouter. Dans ses propos, plusieurs fois, il ramène le mot amour ou esprit. Et oui, c'est de spirituel qu'il est question dans son livre Espoir, lumière, longévité. Cela fait de nombreuses années que j'observe le comportement des humains. Leur attitude, la haine qu'ils éprouvent pour leurs semblables, d'oubli, de jalousie, de vice, de ruse, de mensonge, de cruauté et d'un orgueil démesuré. Une analyse de nos sociétés modernes, pourtant riches et tellement fragiles. Cette société aujourd'hui est malade. Cette société est malade. Ils se recherchent à travers des religions, des croyances, différentes choses. Mais en fin de compte, il faut aller chercher là où la dignité, où l'amour, le respect, le saint des saints, le parfait des parfaits, dans l'amour de l'amour du Créateur. Sébastien Jouan dit que tout lui a été dicté directement dans son esprit. Il n'y a pas de mystique. Il n'y a pas de mystique dans cette œuvre. C'est tout simplement l'homme, l'individu que nous sommes. Dieu créa l'homme et il a placé un esprit. Il a placé cet esprit en nous.
Ce livre, édité en 140 000 exemplaires, il a décidé de l'offrir aux hommes. Mais qui est vraiment Sébastien Jouran? Il n'y a pas de prophétisme dedans. Tout simplement, c'est de l'amour, de propager cet amour à ceux et celles qui désirent. Non pas leur donner par obligation, ni pas vouloir obliger les gens de croire ou ne pas croire. Au contraire, je veux faire passer ce message par amour, dans l'amour, identique au Créateur qui est amour. Au peuple de la terre, en tout cas, ni religion, ni croyance, ni secte. C'est tout simplement un message de l'esprit que veut nous faire passer Sébastien Jouran. Voilà, c'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres qui ont été développés. Faut-il s'inquiéter de l'ouragan Irma? Le phénomène dépressionnaire se rapproche. Il est actuellement à moins de 2500 km de l'arc antillais, mais sa trajectoire reste incertaine. Jour J pour les professeurs, 5900 enseignants de l'académie ont fait leur rentrée aujourd'hui. Une première journée pour faire le point notamment sur les priorités de l'année. Immersion ce matin au lycée de Bellevue à Fort-de-France. Pas de rentrée en revanche pour les professeurs du lectat de Croix-Rivaille à Ducos. Une partie des enseignants a barricadé l'accès au site. Ils disent non une nouvelle fois à la mutation de leur proviseur Philippe Aurore. Et puis, nouveauté de cette rentrée en matière de sport, nous venons de le voir, le Krav Maga version femme. Demain, au stade de Dillon, notre invité, l'instructeur Marc-Yannick Hubert, organise un stage d'initiation gratuit. Nous venons d'assister ensemble à une démonstration en plateau. La suite de vos programmes dans quelques instants. Ne manquez pas la rediffusion de Destin d'Outre-mer. Nous nous aimons depuis 45 ans, suivi à 20h du magazine Côté Ciné. Et enfin, à 20h15, vous avez rendez-vous avec la nouvelle saison de Koh-Lanta. Je vous retrouve quant à moi demain à la même heure. Très belle soirée sur ATV.